Bonjour. Alors cette vidéo va être bien plus longue que d'habitude parce que j'estime que c'est le moment de développer le transit de Pluton en Verseau. C'est un transit dont il y a tant à dire que j'ai rédigé 26 pages sur le sujet, je suis toujours pas contente. Donc dans cette vidéo, je vais entrecroiser les deux aspects astrologiques, Pluton en Verseau pour 20 ans et la nouvelle lune de février 2024 en Verseau. Ou je pourrais le formuler ainsi. Je vous invite à écouter le discours que je fais lors de la fête organisée par les planètes pour l'arrivée de Pluton en Verseau. Et oui, on peut considérer la nouvelle lune en Verseau comme la pendaison de crémaillère de Pluton en Verseau. La nouvelle lune en Verseau a lieu à 20 degrés Verseau. Hélas, 3 fois hélas, son symbole sabiant, le 21e degré Verseau, est une femme déçue et désillusionnée. Pourtant, la nouvelle lune en Verseau est normalement la meilleure de chaque année pour visualiser notre avenir. C'est un cycle éternel. La nouvelle lune en Sagittaire élargit notre vision pour nous encourager à nous lancer dans de nouvelles aventures. Puis la nouvelle lune en Capricorne nous motive pour créer un plan permettant de transformer nos projets en réalité. Et maintenant, la nouvelle lune en Verseau est censée élargir notre vision afin d'avoir un aperçu de ce qui nous attend en passant à l'action. Mais à présent que Pluton est dans ce signe, la partie Verseau de votre thème, tout comme chez moi, doit être plutôt pessimiste quant au fait qu'un avenir passionnant nous attend. C'est comme ça que je vois ce symbole sabiant pour la nouvelle lune. Une femme déçue et désillusionnée. Parce que lorsque Pluton entre dans un signe, ça commence par un sentiment de désillusion. Les choses semblent désespérées, figées, viciées. Le Verseau veut faire avancer le monde pour créer l'avenir. Il veut du progrès. Mais Pluton nous dit que ce n'est pas possible, en nous montrant le monceau d'ordures dont il faut d'abord s'occuper. Et nous savons à quoi nous en tenir, n'est-ce pas? C'est du bon sens. Lorsque Pluton entre dans une maison du zodiaque, il vient la transformer. Donc il va la vider entièrement de son contenu, parce que des cochonneries se sont accumulées dans tous les coins. Parce que c'est une très vieille maison qui n'a pas rénové depuis 1798. C'est devenu un manoir hanté avec des gargouilles qui tournent lugubrement. Mais bon, je sais. C'est le 1798 qui vous a frappé. C'est tout un symbole pour un Français de s'apercevoir que la dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était de 1777 à 1798. Donc, le transit le plus récent de Pluton en Verseau a eu lieu à une époque de révolution dans plusieurs pays du monde, hein, pas seulement le nôtre. D'ailleurs, les astrologues américains, j'en avais déjà parlé dans le passé, n'arrêtent pas de souligner que la déclaration d'indépendance est née sur les derniers degrés de Pluton en Capricorne, et que les colons américains ont continué à faire la guerre aux Britanniques pendant les premières années de Pluton en Verseau. C'est pour ça qu'actuellement les astrologues américains parlent du retour de Pluton pour les États-Unis. Ça se poursuivra jusqu'à ce que Pluton atteigne le 9e degré du Verseau, parce que c'est au 9e degré du Verseau que se trouvait Pluton lorsque la guerre d'indépendance a été déclarée terminée par le traité de Paris. Donc là, on est en plein de retour de Pluton pour les Américains. Bon, revenons à Paris, où les événements se précipitaient, eux aussi. Une série de mauvaises décisions a en effet précipité la France dans des années noires, faites de malheur, de misère, et la population, qui crevait de faim, ne comprenait plus les décisions complètement hors sol, prises par le roi et les conseillers du roi. Et tout a commencé par une marche des femmes exigeant une baisse du prix du pain, à laquelle Marie-Antoinette aurait répondu son fameux qu'il mange de la brioche, sans se rendre compte qu'il faut de la farine pour faire des gâteaux, au même titre qu'il en faut pour faire du pain. Nous avons actuellement des agriculteurs dans le monde entier qui avertissent l'humanité que les décisions prises par les politiques, autant que par les industriels de l'agroalimentaire, sont catastrophiques pour notre alimentation, notre santé et donc notre avenir en tant qu'être humain.
Les agriculteurs français ont jeté à la face du monde que désormais les citoyens de notre pays ne doivent plus se déplacer pour sauver notre planète, mais qu'un bœuf né en Autriche, élevé en Argentine, abattu aux États-Unis, sera découpé puis commercialisé en France. Et que c'est parfaitement normal. Après tout, on accepte bien que des pays où la faim est endémique cultivent des denrées qui ne seront vendues que dans les pays occidentaux. Ça nous semble normal que les pays, au lieu de nourrir leur population, envoient leurs récoltes à l'étranger. Ben oui, c'est le nouveau monde, vous a dit. Tout comme il nous semble normal que les agriculteurs français, que l'on oblige à détruire des récoltes, ne gagnent pas leur vie. Car des camions livrent de la marchandise, qui est en provenance du monde entier, sans aucun contrôle. De la marchandise qui est pourtant frelatée. Ben oui, définition de frelaté, altérée dans sa pureté. Donc, ces camions, je ne sais pas trop d'où ils viennent, tous ces camions, mais ils livrent des produits venant du bout du monde, ou ça d'ailleurs dans le monde, bon, ça aussi, question complexe, qui vont être présentés sous de fausses étiquettes. C'est donc bien de la marchandise frelatée. C'est ainsi que les agriculteurs ont montré que l'appellation miel de France n'était qu'une étiquette. Pas une vérité garantie. Vous savez, je connais le sujet, hein, mon père apiculteur, mes grands-parents, que des générations dont tous les grands-parents sont nés dans des fermes. Hein, tous mes grands-parents sont nés dans des fermes, les 4 sont nés dans des fermes. Donc, posez pas de questions, je connais. Donc, on apprend que l'eau des bouteilles d'eau minérale est frelatée par des traitements interdits. Bah oui, il ne faudrait pas souligner le degré de pollution environnementale auquel nous sommes soumis. Non, il ne faudrait pas qu'on sache que l'eau n'est plus propre à la consommation humaine. Mais il ne faut pas aussi nous faire remarquer que dans un pays où on parle de sécheresse autant que d'inondation, bah d'un côté on exporte des millions de litres d'eau que les locaux n'ont plus le droit de boire, et que de l'autre on ne cure plus les cours d'eau parce que la Commission européenne avait abusé de la farine et a cru qu'elle connaissait le sujet. C'est vrai que ces imbéciles de Français ne savaient pas prendre soin de leur environnement avant que les grandes écoles ne soient inventées. Eh oui, il y avait des inondations tout le temps avant que les grandes écoles soient inventées. Ils savent mieux que nous, laissez-les dire. La Révolution française est considérée comme un mouvement dont les idéaux se sont enfuis. Un exemple classique de l'opprimé devenu oppresseur. Il ne suffisait pas d'égaliser les règles du jeu, il fallait faire rouler des têtes. Il fallait livrer des coupables à la colère légitime de la population. Le bon vieux truc du bouc émissaire. Tu ne penses pas comme moi, donc tu es un problème. Tu n'es pas d'accord avec moi, alors tu es un problème. Et ça a été la terreur. Le régime de la terreur. Mené au nom du salut public et de la sûreté générale. Ceux d'entre vous qui ont eu des cours d'histoire connaissent. Pour les plus jeunes, cherchez Robespierre. Mieux, cherchez Danton. Et dans de véritables livres, hein, s'il vous plaît. Pas les édulcorants Internet. Parce que le problème avec les édulcorants, c'est que ça donne des cancers. C'est mauvais pour la santé. Donc, un gouvernement d'exception avait été décrété et il y a eu suspension temporaire de la Constitution de l'an 1. Le régime de la terreur se caractérise donc par un état d'exception destiné à endiguer militairement, politiquement et économiquement la crise multiforme qui secouait la France. Je me rappelle d'un Danton formidable dans une fresque historique, comme nous savions en tourner à une époque où l'intelligence artificielle ne pouvait pourtant pas nous aider dans notre travail. Pourquoi les choses fonctionnaient mieux il y a disons 30 ans? Mais on n'avait pas d'ordinateur dans notre poche. Comment faisions-nous pour avoir une vie si douce? Quand la vie est-elle devenue si violente? Quand est-ce que nos sociétés sont devenues si violentes? Alors attention, hein, là, posez pas la question à un libéral, il va se mettre à crier. Ouais, il va se mettre à crier. Les libéraux, ils aiment pas. Ils aiment pas quand je pose ce genre de questions. Ils aiment pas. Ça les met en colère.
On va en revenir à la colère, on en parlera un peu plus loin. Revenons-en à Pluton en Verseau. Le côté obscur du Verseau, c'est l'autoritarisme qui se pose en chevalier agissant pour le bien commun. Pour les fans de Kaamelott, le côté obscur du Verseau, c'est Lancelot, qui déteste ceux qui n'ont pas ses valeurs, qui n'ont pas sa noblesse, mais qui veut gouverner, persuadé qu'il sait mieux qu'Arthur, ce qui sera bon pour l'avenir du pays. Oui, c'est Lancelot et Arthur qui sont venus à l'esprit. Parce que l'Arthur d'Alexandre Astier dans Kaamelott, c'est le côté lumineux du Verseau. Soucieux du bien-être de tous et de toutes, voulant moderniser les pratiques pour éradiquer le malheur et la souffrance, refusant de se laisser enfermer dans des hiérarchies héritées du Capricorne, du passé. Oui, le roi Arthur d'Alexandre Astier est le roi Verseau qui veut une table ronde où chacun prenne sa place selon ses dons naturels, et non grâce au titre et à la fortune héritée de ses parents, selon le vieux système qu'affectionne le Capricorne. D'où son désespoir, quand il pense avoir échoué à être un bon roi. Il est désespéré de ne pas faire le bonheur de son peuple, de ne pas être apte à faire entrer son peuple dans l'avenir utopiste que représente son mythe. Alors que Lancelot, qui poursuit le même but, c'est ce qui les a réunis au départ. Lancelot préfère régner par l'autodafé et l'assassinat de ses adversaires. Si tu n'es pas d'accord avec sa vision de l'avenir, tu dois mourir. L'un des plus beaux moments pour moi, c'est la fuite d'Arthur avec l'aide de Vénèque. Ça, c'est intéressant. Tout est intéressant dans cette série. Tout est intéressant. Déjà Vénèque, le marchand d'esclaves à qui Arthur explique depuis tant d'années que l'esclavage, c'est mal. Alors que, comme le dit Vénèque, c'est juste normal dans leur société. On a des dialogues extrêmement savoureux, d'ailleurs, sur le sujet. Tous les dialogues sont savoureux, en fait. C'est un régal pour l'oreille, les dialogues dans cette série. Et enfin, dans le passage auquel je pense, Arthur décide de cacher ses blessures avec des bandages parce qu'il ne veut pas briser les rêves des enfants qu'il pourrait croiser. Il ne veut pas que ceux devant lesquels l'avenir est en train de s'ouvrir. Il ne veut pas qu'ils connaissent la désillusion de voir le légendaire roi Arthur blessé prenant la fuite. Tout un symbole. Le roi Verseau qui ne veut pas bouleverser la communauté et pense que l'histoire ne devrait pas savoir pour sa dépression et qui ne veut surtout pas briser les rêves des enfants. Que penserait-il de notre époque? Là, vous êtes en train de vous dire que pense le créateur de ce personnage de notre époque. Oui, j'en suis curieuse moi aussi, bien souvent. Les enfants n'ont plus de rêve. Plus besoin. Ils ont des téléphones. Et ça, c'est le doudou parfait. Donc Pluton en Verseau. L'éternel duel entre l'obscurité et la lumière. Après tout, c'est dans le clair-obscur que naissent les monstres. Les années courant entre 1777 et 1798, période où Pluton était en Verseau, sont considérées comme un pont entre le siècle des Lumières, qui représente l'épanouissement des sciences sociales, des droits individuels, de la moralité humaniste, et la révolution industrielle, qui, elle, représente l'épanouissement des machines. Alors c'est vrai que les machines ont libéré l'individu d'un travail épuisant. Mais l'ère des machines a mis l'accent sur l'efficacité, plutôt que sur la valeur des compétences, jetant ainsi les bases du libéralisme et de nouvelles formes d'exploitation qui explosent aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que, durant cette période de Pluton en Verseau, la démocratie était l'idéologie politique de cette époque. C'était un idéal du Verseau qui prend en compte les objectifs et les désirs du groupe. D'ailleurs, Haïti, l'Australie, les Pays-Bas ont également revendiqué leur indépendance au cours de Pluton en Verseau. Mais voilà,
le libéralisme a commencé à prendre racine. Les premiers fruits étaient doux. Des mouvements abolitionnistes ont surgi aux États-Unis, en Europe, et ont amené peu à peu les changements et la société telle que nous la connaissons aujourd'hui. Au final, on peut dire que Pluton en Verseau, à cette époque-là, s'est concentré sur la question de savoir ce que signifie être humain. Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain, se demande Pluton en Verseau. Comment un être humain s'inscrit-il dans l'humanité, dans l'univers? Alors, il faut aussi noter, ça je vais le noter parce que c'est vrai que certains pourraient me dire que ça manque, il faut noter qu'il y a eu d'autres révolutions sur le plan technologique. Il y a eu des grandes découvertes scientifiques qui ont ouvert des portes sur de nouveaux champs de connaissances grâce à ce Pluton en Verseau. La composition de l'eau a été comprise, de nouveaux éléments ont été découverts, les planètes qui ont été découvertes. Il faut savoir que pendant Pluton en Verseau, Uranus a été découverte, et ça a été un bouleversement à la fois pour les astronomes et les astrologues. Il y avait déjà la scission à l'époque. Et surtout pour tous ceux qui, faute d'éducation, n'avaient aucune connaissance préalable de ce que c'était qu'une planète. Et à l'époque, on parlait de paroles d'évangile parce qu'il n'y avait rien d'autre. Imaginez le bouleversement pour une société étouffant sous un dogme religieux qui refuse depuis toujours de se moderniser. Il ne faut pas s'étonner que les siècles suivants, les Français ont cessé de croire en Dieu. Parce que là encore, le Capricorne s'est arc-bouté, ou si vous préférez, l'institution très Capricorne, qui est l'Église, a voulu empêcher le monde d'évoluer. Et ces séides ont continué de cracher sur des faits scientifiques établis, perdant toute crédibilité au fur et à mesure que la population s'éduquait. Chose qu'ils ont essayé d'empêcher d'ailleurs. Mais bon, voilà, on ne peut pas empêcher la marche du temps, la marche des peuples, la marche de l'univers. Et il y a eu beaucoup d'inventions, il y a eu la fonte, il y a eu les montgolfières. Ah, j'étais contente de l'apprendre, que c'était à ce moment-là qu'avaient été inventés les montgolfières, les bateaux à vapeur. Il y a eu des innovations architecturales parce qu'il y avait de nouveaux moyens, de nouvelles ressources. Et puis les voyages nous ont ouverts sur le monde. Ils nous ont permis de comprendre à quel point nous n'étions qu'une frange de terre perdue dans un océan de possibilités. Il y a un fait aussi très marquant, le vaccin contre la variole. C'est une énorme avancée médicale. Les graineuses de coton, la lithographie. Un élément très Verseau pour conclure, le système métrique, qui relève de l'élément air, esprit, a été formalisé comme un système de mesure globale par défaut à cette époque-là. Merci au signe fixe qu'est le Verseau. Si on ne pouvait pas mesurer de manière fiable, tout serait tordu dans notre société. Je vais arrêter là l'inventaire à l'après-vert de ce que nous apprend le précédent transit de Pluton en Verseau. Vous avez saisi le tableau, je crois. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous plonger dans tous les autres astrologues qui ont fait des inventaires à l'après-vert sur les précédents passages de Pluton en Verseau. Il y a des trucs marrants à lire. Franchement, c'est très édifiant. Revenons-en à cette nouvelle lune en Verseau si particulière. Comme je vous l'ai expliqué, comme je suis en train de vous l'expliquer, ce soir c'est la pendaison de crémaillère de Pluton en Verseau, sous l'égide de cette nouvelle lune. Le Soleil et la Lune sont ensemble en Verseau, et ils sont en carré avec Uranus, le dieu des surprises et de la nouveauté, qui a été découvert lors du précédent transit de Pluton en Verseau, et qui a été intronisé planète dirigeante des Verseaux. Donc c'est avec Uranus que le Soleil et la Lune sont en carré. C'est un aspect séparateur. Là, on va faire un peu d'astrologie technique. Le carré du Soleil était exact la veille de la nouvelle Lune, et pour la Lune, le carré était exact quelques heures seulement avant la nouvelle Lune. Ça signifie qu'il y a eu un électrochoc dans le système. C'est Uranus. Uranus, c'est la planète des électrochocs. C'est un aspect qui est dit séparateur parce qu'il parle de quelque chose qui s'est déjà produit. Et
Et ça souligne que nous passerons ce cycle de nouvelle lune à assimiler ce changement. Et ce changement est bien plus profond que ce qu'on pourrait penser, puisque ça c'est de l'astrologie que je fais assez peu, parce que c'est vrai que ça peut être un peu technique. Mais les nouvelles lunes inaugurent des cycles familiales de 3 ans. Le changement, c'est inévitable. Le problème, c'est que c'est souvent gênant, c'est difficile à mettre en œuvre. C'est pourquoi nous avons tendance à reporter le changement jusqu'à ce que quelque chose nous oblige à changer. Et ici, nous sommes dans une configuration qui ne nous donne plus le choix. Comme toutes les nouvelles lunes, cette nouvelle lune initie un cycle familial de phase lunaire de 3 ans. Les graines que nous semons lors de cette nouvelle lune, là, du 9 février, que ce soit consciemment ou inconsciemment, elles constituent une histoire qui se jouera au cours des 36 prochains mois. Le premier quartier de lune du 8 novembre 2024, il y aura des actions qui seront en rapport avec ce que nous lançons maintenant. À la pleine lune du 9 août 2025, nous commencerons vraiment à avoir une vision complète de ce que nous initierons les jours prochains, lors de cette nouvelle lune. Et lors du dernier quartier de lune du 9 mai 2026, nous serons en mesure d'apporter les derniers changements, de prendre les dernières mesures pour mener cette histoire à une conclusion satisfaisante. Je vous ai marqué les degrés là en fond d'écran pour que, voilà, comme toujours, vous ayez toujours les informations significatives sous les yeux pendant que je parle. C'est de là que vient ma désillusion. Ça va déjà être long, 20 ans. Et là, la nouvelle lune, elle me dit 3 ans. Elle va être longue, la fête. Mais tout dans l'astrologie actuelle nous dit que nous sommes au début de cycles longs et qu'il faut donc réduire ensemble ce qui ne fonctionne plus pour connaître ce que produiront ces nouveaux cycles, qui vont tous durer plusieurs années. Mais rien à faire, je ne vois rien venir. La nouvelle lune à 20 degrés Verseau est carrée à Uranus à 19 degrés Taureau. On va en rester là d'un point de vue astrologique. Parce qu'avec Pluton qui s'installe 20 ans en Verseau, il est historiquement prouvé que nous allons connaître des changements révolutionnaires. Vous pouvez chercher en ligne, dans toutes les langues, vous trouverez une liste de toutes les révolutions provoquées par Pluton en Verseau en remontant au fil des siècles. Je me suis limitée à son passage le plus récent et à ce qu'il a fait chez nous. Pour nous, les Gaulois, voilà, les Français. Je me suis limitée à ça. Et même en me limitant à ça, mon point de vue est désillusionné. Cette nouvelle lune veut que nous contemplions l'essence même de l'humanité. Qu'est-ce qui définit notre humanité? Qu'est-ce qui nous rend humains? La réponse est complexe. Biologique, anthropologique, historique, sociologique, psychologique. Oh bordel. Il y a beaucoup de questions de logique tout d'un coup. D'accord, on va faire avec le bon sens, et son expression la plus noble, la philosophie. Et oui, ça c'est comme ça. Avec les siècles, les vérités du quotidien, que l'on nomme proverbes, deviennent des axiomes philosophiques, c'est-à-dire des vérités admises communément. Ok. Il y a une différence entre ce qui fait de nous un individu et ce qui fait de nous un être humain. Être humain, c'est pas ce qui nous rend unique. Ça, c'est le lion. Mais c'est ce qui nous rend semblables. Verseau, être humain, c'est savoir profondément que nous sommes tous dans le même bateau. Que si l'un de nous souffre, l'humanité dans son ensemble souffre. C'est ça, être humain. Dès lors, est-il acceptable que certaines personnes meurent parce qu'elles sont l'ennemi? Parce qu'elles pensent différemment? Le siècle des Lumières nous a pourtant enseigné que ce qui est différent nous enrichit. Ah oui, mais les machines sont venues expliquer que différent, c'est pas bien, parce que ça rentre pas dans la boîte. Pourtant, les idées différentes,
La controverse permet d'explorer toutes les possibilités et d'aboutir à un consensus, c'est-à-dire une vérité acceptée et acceptable pour le collectif. Que malgré les on n'a pas le choix, c'est comme ça et pas autrement, il n'y a pas d'autre chemin, si on accepte le débat, il peut y avoir une meilleure solution. Si nous sommes prêts à en discuter honnêtement, loyalement, sans mensonge, contre-vérité, inversion accusatoire, et tant d'autres, là aussi, inventaire au cauchemar, pas à l'après-vert. Il peut y avoir un consensus, il peut y avoir une vérité acceptable par le collectif. Mais ça nous oblige à cesser de fonctionner selon le scénario bon contre mauvais, bien contre méchant. Ça nous oblige à grandir, à cesser de se comporter en enfant qui hurle parce qu'il a tort, qui s'énerve, qui tempête, qui menace. Bref, un truc humain avec lequel on ne peut pas discuter, puisqu'il n'a pas quitté le domaine de l'enfance, et que donc il ne sait rien malgré ses colères et autres démonstrations de violence. Bah ouais, il ne sait pas gérer ses frustrations. Alors, c'est dire s'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Parce que pour devenir adulte, il faut accepter que certaines choses ne peuvent pas être ce que l'on désire. Mais bon, endurer la frustration, c'est impossible pour certains. Alors il reste des enfants. C'est bien connu, les enfants ont toujours raison. Des illusions. Nous avons des narcisses 2.0 qui s'admirent dans leur téléphone au lieu d'avoir des êtres humains libres et créatifs. Car ces adolescents refusent la liberté. Et comme ils n'ont pas voulu conquérir la leur, alors pourquoi accepteraient-ils la liberté des autres, hein? Parce que la véritable liberté, c'est apprendre, comprendre et accepter. La véritable liberté, ça se conquiert. Parce qu'il faut comprendre, il faut apprendre, il faut comprendre, il faut accepter pour mûrir, pour devenir un adulte libre et créatif. Il faut être capable de remettre en cause ce que l'on croit pour grandir. Il faut chercher à comprendre ce que l'on ignore pour grandir. Il faut accepter le point de vue des autres pour grandir. Et il faut être capable de tout cela pour vivre en société. Sinon, c'est un grand asile. Un peu de philo. Ouais, ça aussi, c'est plus enseigné. On va remonter plus loin en plus. Parlons de Socrate et de son je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. C'est bizarre que quelqu'un qui disait cela 400 ans avant Jésus-Christ ait encore des choses à nous dire, à nous enseigner. Mais bon, on va continuer mon raisonnement. Donc, Socrate, 400 ans avant Jésus-Christ, même 450 ans avant Jésus-Christ en fait, 400 ans c'est sa mort, Socrate enseignait en pratiquant la maïotique. Il expliquait que, bien que lui-même ignorant, il était capable, en posant des questions, de faire accoucher l'esprit de ses interlocuteurs. Qu'il y a en nous des connaissances que nous portons sans le savoir. Alors il posait des questions pour amener l'autre à élaborer une réponse, au lieu de lui asséner doctement ses enseignements. Mais ensuite, Socrate utilisait l'art de la réfutation. Donc, lorsque son interlocuteur lui répondait, il contrait son point de vue jusqu'à lui faire éliminer tous les points faibles de son raisonnement. De cette manière, il parvenait à le faire changer de point de vue par l'usage de la raison seule, sans artifice rhétorique, sans manœuvre discursive. Hélas, à l'époque de ce puits de sagesse qu'était Socrate, les sophistes avaient pris le pouvoir. Et les sophistes, enfants qu'ils étaient, avaient toujours raison. Socrate a donc été accusé de corrompre la jeunesse, de ne pas reconnaître les dieux de la cité. Et bien sûr, il fut jugé coupable et condamné à mort. Le mauvais côté du verso, là encore. Voyez donc qu'il corrompt la jeunesse avec ses idées. Un maître qui dit qu'il ne sait rien, qui pratique la controverse, qui promeut le débat pour atteindre la vérité. Mais vous êtes malade. Il faut qu'il avale de l'assidu
protéger notre société. Il est le mal. Et pour les sophistes et leurs potes, tout peut être justifié par le paradigme. Bien contre mal. Socrate doit mourir, sinon il fera la révolution. C'est-à-dire qu'il exigera les changements nécessaires à une meilleure marche de la société. Et nous, les sophistes, nous voulons continuer à guider la marche de la société, comme nous le désirons. Après tout, nous savons mieux que les autres ce qui est bien. Bien, on vous dit. Les êtres humains. Non seulement nous ne savons rien, mais nous sommes faillibles. Non seulement les êtres humains ont encore beaucoup à apprendre, mais en plus ils peuvent se tromper, et même se tromper longtemps. Mais en tant qu'être humain, nous avons un grand pouvoir, avec lequel vient une grande responsabilité. J'ai l'impression de faire une synthèse de beaucoup de choses que j'ai dites au fil des lunaisons ces dernières années. Ça vaudrait la peine que je me replonge dans certaines lunaisons pour étudier comment ma réflexion a évolué, pour faire une espèce de rétrospective des évolutions astrologiques. Toujours est-il que les faits sont là. Les êtres humains n'ont pas encore tout compris, même si beaucoup crient au génie à chaque fois que quelqu'un invente une nouvelle grimace. Les êtres humains se trompent régulièrement, mais ils n'aiment pas ça, d'où les cris pour accompagner les grimaces. Les êtres humains ont de grands pouvoirs, mais ils refusent les responsabilités qui vont avec, parce que ça fait chier les responsabilités. Parce qu'il y aura bien quelqu'un pour nettoyer la merde. Parce que moi, je vais l'enjamber et aller m'amuser plus loin. Et si quelqu'un me dit que je dois nettoyer ma merde, je le dénoncerai comme méchant. C'est un méchant tortionnaire qui bride ma liberté de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et je ferai une application, et je ferai des vidéos, et je. Parce que je suis un enfant, et qu'il n'y a jamais de conséquences à ce que je fais. C'est les autres le problème. Moi, je suis la meilleure des solutions. Et je vais détruire tous les méchants qui disent non, je ne suis pas d'accord avec ta merveilleuse solution. Eh ouais, c'est ça ma désillusion. C'est ce comportement généralisé. C'est qu'est-ce que tu veux y faire, Marilyn? Ouais, je sais, je suis un rat de bibliothèque. J'aime apprendre, j'aime faire des recherches, j'aime comprendre. J'étudie des trucs dont personne n'a rien à foutre. Mais on s'en fout, moi ça m'intéresse. Je m'en fous, ça m'intéresse. Et j'ai connu plein de gens comme moi. Je sais que je ne suis pas la seule. Mais je regarde ce monde et je me demande où sont les adultes. Où sont les adultes? Où sont les êtres humains, entiers, créatifs, que nous sommes censés devenir à un certain stade de notre développement? Où sont les adultes? Je vais en revenir au bon sens populaire et à sa crudité. J'ai toujours adoré l'argot. Hein. Je trouve logique d'appeler un chat un chat. Nos mères nous l'ont toutes dit. Tu seras une adulte quand tu seras capable de te torcher toute seule. Partant de cette vérité, au vu des merdes posées dans tous les coins du monde, quel que soit le point de vue que l'on adopte, c'est la merde. Bref, en voyant que nous nageons dans la merde, et que certains adorent ça, forcément, sortir de l'enfance signifie aussi sortir du stade anal. Bon, bref. Je me demande où sont les êtres humains. Les seuls capables de faire une révolution. C'est-à-dire de procéder à un changement profond permettant de restaurer une véritable harmonie. Les seuls capables d'accepter la grande dualité, le bien et le mal, coexistant, s'entrelaçant. Parce que quand le bien et le mal sont deux entités distinctes, nous avons Arthur et Lancelot. Un idéal commun au départ, mais ensuite nous avons la scission que provoque la mise en œuvre des idéaux. La différence entre prêcher par l'exemple et l'enseignement est dicter des règles inviolables sous peine de mort. Comment on en vient là? Comment passe-t-on d'un idéal de société harmonieuse au chaos du vivre ensemble? Je déteste cette formule convenue qui évacue ce que vivre ensemble signifie réellement.
Comment réintroduire de l'humanité dans nos sociétés soi-disant humanitaires? Comment redevenir des êtres humains, désireux d'apprendre parce qu'ils ont conscience qu'ils n'en savent pas assez? Comment redevenir des êtres humains conscients qu'ils peuvent se tromper et qu'il faut donc laisser ceux qui pensent différemment s'exprimer? Parce que, en croisant des connaissances et des points de vue différents, on peut espérer découvrir la vérité qui réconcilie tout le monde. Comment redevenir des êtres humains qui usent de leur pouvoir créatif sans jamais perdre de vue les responsabilités qui leur incombent? Je fais des saletés pendant que je crée quelque chose, puis je nettoie les saletés que j'ai faites en m'amusant à créer. En faisant la paix avec la vérité. Il faut arrêter de consacrer notre énergie au soutien des bonnes causes, à la lutte contre les mauvaises personnes. Nous devons nous efforcer de cultiver une perspective équilibrée, d'être déjà nous-mêmes une personne équilibrée. Nous devons laisser les autres devenir ce qu'ils doivent devenir. Nous devons apprendre individuellement à prendre soin de nous, à chercher les réponses à nos questions, à apprendre de nos erreurs, à accepter que d'autres soient meilleurs que nous, à comprendre que ce que nous ressentons nous appartient, que ça ne doit pas être jeté à la figure des autres, à gérer nos frustrations, nos colères, à accepter la défaite, à refuser l'injustice, oui, toujours, mais accepter que le curseur de justesse n'est pas toujours là où on voudrait. Bref, il faut viser. Alors, c'est marrant, parce que j'ai toujours détesté l'expression de la fameuse version, meilleure version de vous-même. Ça, je vous l'ai déjà dit, je déteste cette expression. C'est pour ça que je ne l'emploie généralement pas. Parce que philosophiquement c'est absurde. Tiens, j'en reviens à l'absurde. Comme je dis toujours, je reviens toujours à Sisyphe et à Camus. Il ne faut pas s'efforcer de devenir la meilleure version de soi-même. Il faut s'efforcer de s'accomplir en tant qu'être humain. Il faut devenir un héros, comme dans les mythologies, et pousser les gens autour de vous à vouloir eux aussi devenir ces êtres humains qui tombent, mais se relèvent parce que leur combat est juste, qui sont frappés par la fatalité, par les dieux même, mais se relèvent parce qu'ils réaffirment leurs valeurs, parce qu'ils cherchent à comprendre ce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils cherchent à apprendre ce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils cherchent la vérité tout simplement, la lumière. Parce que seule la lumière peut guider dans l'obscurité. La nouvelle lune en Verseau soulève à mes yeux la question de la place de l'individu dans le collectif. Et comment nos idéaux nous ont noyés dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Cette nouvelle lune pose des questions importantes sur notre relation avec la société, avec nos idéaux et avec notre conception de l'humanité. La nouvelle lune carrée avec Uranus en Taureau nous avertit qu'il faut faire attention à ce que l'on souhaite. Parce que la désillusion nous attend lorsque nos idéaux et nos espoirs pour l'avenir se retournent contre nous, déchaînant une tempête qui nous fait perdre le nord comme ce pauvre Ulysse. D'ailleurs, Ulysse, il a erré 20 ans. L'Odyssée, c'est 20 ans. Pluton est en Verseau et le moment est venu de faire face à certaines vérités. Il y a un monde entre des décisions idéalistes et le résultat de ces idéaux. Nous devons tirer des enseignements de ce qui nous arrive afin de rectifier ce qui doit l'être, afin d'opérer les changements qui ramèneront la lumière dans l'obscurité. Parce que c'est ce que forment ces comportements, ça forme des nuages d'égoïsme, pire, d'avidité, qui tonnent avec colère et imprécation de va-t-en-guerre, qui tonnent dans le ciel de nos sociétés. Parce qu'ils veulent plus, toujours plus. Un enfant, s'il n'apprend pas la frustration, mais ça devient un tyran. Il en veut plus, toujours plus. Peut-être que la lumière viendra de l'autre maître de la nouvelle lune, Saturne, qui fait un sextile avec Jupiter en arrière-plan de cette nouvelle lune désespérante. Comme toujours, l'univers nous donne les outils nécessaires pour relever les défis. Un sextile. C'est toujours une possibilité, un sextile. Quelque chose qui est possible. La création, Jupiter, d'un nouvel ordre, Saturne, sans doute. L'univers avance. Il n'y a aucun compte à nous rendre malgré nos sommations.
Nous pouvons devenir des êtres humains plus conscients aujourd'hui, demain, chaque jour. Les hurlements n'étouffent jamais longtemps les vérités. Les grimaces ne changent pas la nature des vérités. Les coups de pied et les menaces n'annihilent pas les vérités. Il s'agit de la première nouvelle lune en Verseau avec Pluton dans le signe. Il s'agit de vous connecter avec votre pouvoir intérieur et de transformer le paradigme à travers lequel vous percevez et interagissez avec le monde. Il s'agit d'être conscient que vous ne saurez jamais tout, mais que même si vous faites des erreurs d'appréciation, vous pouvez tout simplement les rectifier. Il s'agit de s'exprimer honnêtement, loyalement, et d'accorder aux autres le droit de faire la même chose. Il s'agit de conquérir sa liberté d'être humain, adulte, entier et accompli, afin que chaque génération soit meilleure que la précédente, afin que la grande marche de l'humanité cesse d'être faite d'exode et de terreur, pour renouer avec ce qui devrait être. C'est notre liberté qu'il faut conquérir, la véritable liberté. Pas l'illusion de posséder beaucoup et donc de valoir beaucoup. Ça, c'est le raisonnement du narcissique. C'est le raisonnement de l'enfant. C'est toi, moi. Je possède beaucoup de choses, donc je suis. Je suis beau, je suis grand, je suis fort parce que tout est à moi. Mais ridicule que tu es. Enfant que tu es. Mais ferme ta gueule et laisse faire les adultes. Tais-toi et apprends. Il faut plaindre les narcissiques, mais aussi les remettre à leur place. Un enfant n'est pas un être humain adulte qui est apte à prendre des décisions pour le plus grand nombre. Il faut de la sagesse pour mener une controverse. Et il en faut encore plus pour aboutir à un consensus qui ne tue personne. Il est temps de conquérir cette sagesse. Il est temps de devenir adulte. Parce que plus nous deviendrons adultes, plus nous renouerons avec le sens, le but de l'humanité. La nouvelle lune en Verseau de ce 9 février 2024, c'est la pendaison crémaillère de Pluton en Verseau. Alors ça y est, je peux vous l'annoncer de manière officielle, c'est le début d'une toute nouvelle ère. Alors campagne, trinquons à Pluton en Verseau et à la formidable réception organisée en son honneur par le Soleil, la Lune, mais aussi Mercure, Mars et Vénus qui sont en Verseau les jours prochains. Oui, je sais, mon toast a été plutôt long, alors vous pouvez lever le coude, allez-y, mais vu la transition en Verseau autour de Pluton, toutes ces planètes rapides, c'est extrêmement significatif. J'arrête là, mais pour ceux déjà qui veulent donner leur avis sur la fête, libre à vous de le faire en commentaire, mais n'hésitez pas à faire votre propre recherche, comme je le dis à chaque fois. Allez chercher les connaissances là où elles sont. Moi, je vais regarder un manga ce soir. Un truc qui me fait rêver, qui me redonne foi en l'humanité. Il y a du boulot, hein. Il y a beaucoup de boulot. Mais je sais que ça ira. Parce que l'humanité a vu pire. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'humanité apprendra. On finit toujours par apprendre ce qui est nécessaire. Donc, haut les cœurs, bon courage. Au revoir.